Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneur à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello! Je suis super contente de te retrouver cette semaine avec un épisode que j'ai décidé de faire en réaction à un énième contenu. Ici, un épisode de podcast justement. Un énième contenu d'un coach business qui expliquait, le plus simplement du monde, que si une personne ne réussissait pas dans son business, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Que c'était entièrement de sa faute, quoi. Il y a quelques années, j'aurais pu être d'accord avec ce genre de discours. Mais aujourd'hui, ça me hérisse le poil. En fait, j'en peux plus d'écouter des discours de ce type que je trouve moralisateurs, culpabilisants, et surtout validant le bon vieux rêve américain du self-made man qu'on retrouve aussi en France. Il n'y a pas de frontières pour ce genre de théorie. Et cette théorie, elle dit qu'en fait que les personnes, elles réussissent par le simple fait de leur volonté et de leurs efforts. Et que quand on veut, on peut. J'ai fait un sondage sur le réseau social Threads pour savoir un petit peu ce qu'en pensaient les personnes qui verraient ce message. Alors, je précise que ce sondage, il est absolument pas représentatif, parce que déjà, j'ai une toute petite audience sur Threads, et c'est une audience qui est certainement pas très diversifiée. Mais j'ai remarqué, avec mon petit sondage, qu'à peu près la moitié des répondants pensent que la personne est majoritairement responsable de ses succès et échecs, et l'autre moitié pense que la personne est à moitié ou minoritairement responsable de ses succès ou échecs. Donc clairement, on a ces deux pensées contraires qui cohabitent. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi je pense qu'on n'est pas 100% responsable de ses succès et de ses échecs, qu'ils soient dans la vie professionnelle ou personnelle. Et avant que je te présente tous mes arguments, on va commencer par les bases, comme d'habitude. C'est quoi un succès ? C'est quoi un échec ? Ce sont des notions qui sont subjectives, c'est-à-dire que elles dépendent de la signification que chacun d'entre nous veut bien leur donner. Si j'essaye quand même de prendre une définition objective de ces deux notions, donc la définition du dictionnaire, un succès est un résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive, etc. Et c'est là que les débats commencent. À partir de quel moment peut-on dire qu'un résultat est heureux ? Si on parle d'argent, certaines entrepreneuses seront ravies d'avoir un CA mensuel de 2 000 € par exemple. D'autres, elles seront satisfaites qu'à partir de 5 000 €. Si on parle d'organisation du temps de travail, certaines personnes seront heureuses de booker leur semaine complète avec des rendez-vous professionnels et d'autres auront atteint leur objectif en ne travaillant que 16 heures par semaine par exemple. Si on parle de visibilité, certaines personnes penseront que leur podcast est un succès s'il atteint 5 000 écoutes par an, par exemple, alors que ce chiffre sera beaucoup plus bas pour d'autres. Et en fait, ces exemples, ils montrent toute la subjectivité de la définition du succès, tant sur le côté quantitatif que sur le côté qualitatif. Donc, la définition du succès est très personnelle. Intéressons-nous maintenant à l'échec. D'après le Larousse, l'échec, c'est le résultat négatif d'une tentative, d'une entreprise, d'un manque de réussite. Et les synonymes sont défaite, insuccès, revers. Donc là, on est clairement sur l'inverse de la réussite, l'inverse du succès. Et on est clairement sur une définition complètement subjective aussi. Je vais pas te redonner des exemples, je pense que tu as compris le concept. Et à cette notion d'échec s'ajoute une certaine philosophie de l'échec. Parce que lorsque j'ai posé ma question sur les réseaux sociaux, un certain nombre de personnes m'a fait remarquer que l'échec dans l'entrepreneuriat n'en était pas vraiment un. Je sais pas pourquoi j'ai fait une liaison entre vraiment et un, désolée. En se basant sur cette phrase que je trouve très juste et qu'on attribue à Nelson Mandela, la phrase c'est
je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je trouve ça très juste. Et ça va totalement dans le sens d'une manière de penser que j'affectionne, qui est l'état d'esprit de croissance. Et cet état d'esprit, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 9 du podcast, qui te parle d'un livre qui s'appelle Mindset, en anglais, Oser réussir en français, et qui a été écrit par Carol Dweck, qui est psychologue aux États-Unis. En fait, dans chaque échec, il y a matière à apprentissage. Et d'ailleurs, je suis en train aussi de lire un livre sur les mécanismes d'apprentissage qui s'appelle Make It Stick, en anglais, mets-toi ça dans la tête en français, et qui explique bien que l'échec fait partie de tout processus d'apprentissage durable. Tout ça pour dire que, oui, ces notions sont subjectives, et qu'on peut tourner ces échecs en apprentissage, puis en succès. Ce qui m'amène à reformuler mon postulat de base. Je pense qu'on n'est pas responsable à 100% des résultats de nos actions. Je dirais même qu'on surestime beaucoup trop notre rôle dans les résultats de nos actions, ainsi que de la compréhension du pourquoi il nous arrive certaines choses. Et maintenant, je t'explique pourquoi, pour moi, on est responsable au plus de la moitié des résultats de nos actions. Raison numéro 1, c'est l'environnement dans lequel on a grandi et dans lequel on vit. On ne choisit pas l'environnement familial ou social dans lequel on grandit. Et cet environnement, il va nous donner la sécurité, ou pas, de développer nos compétences affectives et intellectuelles. Cet environnement, il va activer certains gènes et pas d'autres. Parce que ça, c'est prouvé qu'on a un capital génétique, mais que l'environnement va justement activer certains gènes et va laisser en dormance d'autres gènes. Et que peut-être certains événements de la vie ou dans certains environnements vont faire que y a d'autres gènes qui vont s'activer. L'environnement, il va aussi impacter tout au long de notre vie, le développement de notre personnalité. Et bon, on sait que il y a certains événements qui peuvent être vraiment fondateurs dans notre enfance et impacter durablement notre personnalité aussi. L'environnement, il va transmettre certaines croyances. Par exemple, la croyance qu'on est fait pour diriger le monde, si on grandit dans une famille de dirigeants, de grands patrons, ou alors la croyance qu'on ne peut pas aspirer à devenir un grand patron. Par exemple, si on naît dans une famille d'ouvriers, alors là je caricature un petit peu, mais voilà, c'est pour les besoins de compréhension. Ajoutons de la nuance à tout ça. Déjà, je crois que rien qu'avec ça, on peut dire qu'on part pas toutes et tous à la même distance de notre ligne de départ de la vie. Et je parle même pas de notre genre, de notre couleur de peau, de notre religion, de notre orientation sexuelle, etc. Ensuite, va venir l'environnement dans lequel on vit, et qui découle également plus ou moins de celui dans lequel on a grandi. Bon, il existe bien sûr des exceptions, mais globalement, on change assez peu de classe sociale dans sa vie. Et pour bien grossir le trait, encore une fois, pour les besoins des exemples, très peu d'enfants ayant grandi dans des conditions défavorisées parviendront à devenir dirigeants d'une grande entreprise du CAC 40. Après, oui, c'est vrai, on peut choisir, dans une certaine mesure, les personnes qui vont nous entourer, qui vont partager notre vie. Mais là encore, c'est pas tout blanc ou tout noir. On choisit pas forcément une partie de notre entourage, comme notre famille par exemple. On peut aussi choisir des personnes par rapport à notre chemin de vie et aux difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc vraiment, l'environnement dans lequel on a grandi et dans lequel on vit font qu'on ne part pas avec les mêmes chances dans la vie, clairement. Deuxième raison pour laquelle on n'est pas 100% responsable du résultat de nos actions. La santé aussi. On ne dispose pas toutes et tous du même capital santé. Les gènes et la manière dont ils s'expriment, comme je le disais dans le premier point, ils ont un impact sur notre santé physique et mentale. On part pas exactement du même point si on a une maladie chronique, si on a par exemple un trouble bipolaire, que si on est en excellente santé. On peut également au cours de la vie avoir des accidents ou attraper des maladies qui vont avoir un impact durable sur notre santé. Tout ça pour dire que se lever le matin et tout donner pour ses projets, comme diraient ses coachs, ça n'a pas vraiment ni le même impact ni la même saveur dans les cas où notre santé elle est au top de ceux où notre santé nous ferait défaut. Le réservoir d'énergie qu'on a et le réservoir de volonté, il n'a pas la même capacité dans les différents cas.
Et du coup, là, j'en viens au point suivant qui est quand on veut, on peut. Cette expression qui est martelée par tout le monde, mais qui est fausse en fait. En écoutant la neuroscientifique Sama Karaki, qui en parle régulièrement dans son livre qui s'appelle Le talent est une fiction, dans ses interviews ou sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'effectivement, cette expression, quand on veut, on peut, elle est inversée. L'expression correcte serait quand on peut, on veut. Parce qu'il est facile d'avoir de la volonté quand on n'a pas de problème d'argent, quand on n'a pas de problème de santé, quand on n'a pas de charge mentale, etc. Et oui, même les personnes qui se trouvent dans des conditions de vie idéales pour la réalisation de leurs projets, elles peuvent avoir des barrières mentales personnelles qui peuvent les empêcher de passer à l'action. Et l'idée ici, c'est pas de les minimiser. Mais imaginez que vous ajoutiez à ça de la fatigue, de la douleur, de la peur, et tout devient beaucoup plus difficile. Ça devient plus difficile d'avoir de la volonté. Et donc pour la même action, ça vous demandera pas la même dose de volonté pour deux personnes différentes. Dire quand on veut, on peut, en fait c'est juste invisibiliser tout ce qui constitue et qui entoure une personne, et c'est nier les difficultés qu'elle peut rencontrer. Et pour cela, je trouve ça hyper violent. Autre raison qui fait qu'on n'est pas entièrement responsable des résultats de nos actions, la conjoncture. On a parlé d'environnement proche, mais il est important de dézoomer aussi et de prendre en compte l'environnement général, la société dans laquelle on évolue. Par exemple, toute la période du Covid qui a bouleversé les habitudes de travail, la situation personnelle et les marchés, l'inflation, les crises dans diverses parties du monde qui peuvent nous impacter, l'écologie, bref, tout ce qui peut venir impacter les résultats de nos actions. Maintenant qu'on a vu le côté macro, on va repasser au niveau individuel avec le fonctionnement du cerveau et je vais te parler de biais cognitifs et de bruit. Alors les biais cognitifs, c'est un sujet dont je te parle régulièrement. Je t'en parle bien en détail dans l'épisode 10 d'Entrepreneur Crossing. Et les biais cognitifs, en très très gros, c'est des opérations de pensée rapides qui, la plupart du temps, elles nous sont très utiles pour réagir de manière quasi automatique à toutes sortes de situations et de pas avoir à réfléchir, à dépenser de l'énergie pour de la réflexion pour des situations qui ne nécessitent pas de dépenser de l'énergie pour ça. Et en fait, quand ces automatismes, ils foirent, entre guillemets, et qui nous font prendre des décisions pas très rationnelles, on appelle ça des biais cognitifs. Sinon, si jamais ça foire pas, on appelle ça des heuristiques. Et ce qui est sûr et certain, qui que tu sois, et où que tu en sois dans ton développement personnel, t'es victime de ces biais. Tu prends certaines décisions par rapport à ces biais, et d'autres personnes qui ont un impact dans les résultats de tes actions prennent des décisions par rapport à ces biais. Alors je te donne un exemple de biais cognitif, sachant qu'il y en a des centaines qui existent, qui pourraient avoir un impact dans tes résultats. Par exemple, le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, c'est un biais qui conduit les personnes à confondre souvent la validité d'une idée avec la facilité avec laquelle cette même idée leur est venue à l'esprit. Et c'est notamment pour ça que les publicités sont efficaces, parce qu'elles ramènent à l'esprit de la personne qui les voit le produit ou le service proposé, et donc quand la personne aura un besoin correspondant à ce produit ou ce service, elle se rappellera plus facilement du produit ou du service, et elle le choisira sans vraiment y réfléchir, parce qu'elle a vu régulièrement et récemment une publicité sur le produit ou le service. Une autre conséquence de ce biais, si tu as vécu récemment plusieurs succès, par exemple dans ta vie professionnelle, plusieurs résultats positifs, alors l'échec potentiel, il ne viendra pas forcément en tête lorsque tu entreprendras une action, et du coup ça va peut-être fausser ta mise en action et fausser tes résultats. Passons au bruit. Le bruit, c'est un autre mécanisme qui va impacter la prise de décision, encore une fois. Et on en est tous et toutes victimes, même si on est sûr et certain d'être en contrôle dans nos décisions. En gros, le bruit, ce sont les facteurs environnementaux qui vont influencer tes décisions. Par exemple, ton équipe de sport préférée a gagné hier, t'es au taquet, t'es super content, et du coup, tu vas être beaucoup plus flexible sur tes décisions du jour. Ou alors, il est 11h59, tu crève la dalle, et tes décisions, elles risquent d'être expédiées pour pouvoir aller manger, et parce que t'as plus trop de patience. Imagine maintenant que tu attends la décision d'une personne sur un dossier de subvention, par exemple,
ou une autre décision business importante pour toi, et que la personne est dans cette situation, sache que le bruit pourrait faire pencher sa décision vers le mauvais côté de la balance, et malheureusement, tu n'y peux rien, malgré la qualité de ton dossier de subvention ou la qualité de ce que tu as proposé pour ton business. En fait, tu peux rien contre le bruit. Ça correspond à une réaction à l'environnement de la personne. Alors je dis pas que le bruit a une importance de 100% dans la décision de la personne, néanmoins ça a de l'importance et de manière assez significative. Et c'est totalement injuste, c'est pas rationnel, on est d'accord. Et il n'empêche que les études prouvent que même si tu es persuadé de ne pas être affecté par le bruit pour prendre tes décisions, en fait tu l'es. Si tu veux en savoir plus sur le bruit, je suis en train de lire un excellent livre qui traite exclusivement de ce sujet et qui s'appelle Noise, qui veut dire bruit en anglais. Je te mets les références dans la description de l'épisode. Dernier point qui va influencer les résultats de tes actions et qui va faire que t'es pas 100% responsable des résultats de tes actions, c'est le hasard. Alors je sais que le cerveau humain, il déteste absolument cette notion parce que on est câblé pour apporter de la cohérence, des explications, des liens de cause à effet. Le cerveau, il est câblé pour ça. Il y a quelque chose qui arrive, faut qu'il trouve la cause. Et pour que ta vie, dans ta tête, soit une histoire cohérente et que tu saches pourquoi il t'est arrivé telle ou telle autre chose, le cerveau, il fait le travail. Mais assez objectivement, je pense qu'on peut dire que le hasard a une sacrée place dans nos vies. Le hasard des rencontres, le hasard des mises en avant à un certain moment, et qui peuvent faire basculer un projet d'échec vers le succès ou vice-versa. Quand je te dis ça, en fait, je pense notamment à une interview d'Alex Martel, alors désolée, je me souviens plus exactement laquelle, dans laquelle elle parle de la chance qu'elle a eue à certains moments d'être mise en avant par des entrepreneurs qui avaient plus d'audience qu'elle et qui avaient décidé de lui donner un coup de pouce. Alors, ça a très certainement participé au fait qu'aujourd'hui elle a une audience solide et qu'elle est relativement connue dans le monde du copywriting. Sans ça, elle serait peut-être pas là où elle est aujourd'hui. Alors attention, je dis pas qu'elle a pas des super compétences en copywriting et qu'elle fait pas un super boulot en création de communauté. Bien entendu qu'elle a ses compétences et qu'elle fait un super boulot. Il n'empêche qu'il y a plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont ces compétences et qui font un super boulot et qui ne connaîtront jamais le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Et en fait, ce succès, il est certainement dû en partie, disons qu'il y a une place dans l'explication de ce succès pour le hasard, pour le fait que certaines personnes ont pensé à la mettre en avant, que c'était le bon moment, alors effectivement, peut-être qu'elle a fait le taf en amont, c'est-à-dire que peut-être qu'elle a connecté avec d'autres gens, mais peut-être aussi que c'était le hasard qu'elle rencontre certaines personnes. Et en fait, on ne sait pas. Ton cerveau, il va vouloir te dire non, mais c'est sûr, ça s'explique, mais je peux te dire que ça c'est du biais cognitif, le fait de vouloir tout expliquer, expliquer tous les succès, et se dire que si on reproduit le même parcours que quelqu'un, nous aussi on aura du succès. Je suis désolée de te dire ça, mais c'est un mythe. Et tout ça, en fait, tous ces coups de pouce là, ils sont pas vraiment prévisibles, je pense qu'on peut les qualifier d'hasardeux. Alors, après, on pourrait parler un moment de la notion de hasard. Elle est très discutée. Elle est certes modélisée par la science, notamment à travers les probabilités, mais elle est aussi discutée au niveau philosophique. Et je pense qu'on est aussi dans un système de croyance avec le hasard, parce que certaines personnes me parleront de destin qui est déjà écrit, d'autres me parleront de divinité qui nous guide, qui guide nos actions et nos résultats, alors que moi je vais te parler de hasard parce que je crois pas en ces divinités, tu vois. Donc après, c'est une histoire aussi d'interprétation. Donc, sans rentrer dans ces considérations, je pense qu'on peut maximiser ses chances de faire d'un projet un succès. On peut essayer de jouer sur les curseurs sur lesquels on a de la maîtrise, du contrôle. Mais est-ce que c'est pas un petit peu présomptueux de se dire qu'on maîtrise tous ces curseurs ? Je crois que si, hein. Et qu'il peut être utile de descendre un petit peu de ce piédestal et surtout d'avoir un petit peu plus d'humilité, de faire de son mieux, sachant que le mieux d'une personne est pas forcément le mieux d'une autre, hein, puisque comme on l'a vu en début d'épisode, on part pas tous avec les mêmes chances et le même réservoir de volonté et d'énergie, hein, chaque matin. Et l'idée, c'est d'essayer de démêler ce sur quoi j'ai un certain contrôle et ce sur quoi j'ai pas du tout de contrôle. Et
la chose la plus difficile, je trouve, c'est de l'accepter. Pour moi, ça a été super compliqué parce qu'en fait, je me suis rendu compte de ça un peu au moment de mon surmenage l'année dernière. Le surmenage dont je vous ai parlé dans l'épisode sur le cordonnier les plus mal chaussés. Et je pense que ça a fait partie du déclencheur de mon pétage de plomb interne et de la finalité du surmenage. Le fait que le hasard a une place beaucoup plus importante dans notre vie que ce qu'on veut bien le laisser entendre. Et en fait, j'étais en train de lire le livre Système 1, Système 2, dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai. Et c'est celui-là qui m'a vraiment fait prendre conscience de tout ça. Mais en même temps, avec du recul, je trouve que le fait d'accepter aussi le hasard dans sa vie, c'est assez libérateur. Parce que ça permet de lâcher le contrôle, lâcher du lest, de se dire « je fais du mieux que je peux », mais en fait, la décision, elle est pas entre mes mains. Et si jamais j'ai un échec, entre guillemets, c'est pas forcément totalement de ma faute. Et je trouve qu'au final, ça, c'est assez libérateur. De se dire, allez, j'y vais, on verra bien. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ce constat ? Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter ou des questions que tu te poses ? Comme d'habitude, moi, je serais ravie de discuter de tout ça parce qu'en fait, ma réflexion sur le sujet, elle n'est pas finalisée encore. Là, je te livre une partie de ma réflexion qui est construite par les lectures que j'ai, les discussions que j'ai avec d'autres personnes, mais c'est une réflexion qui va évoluer au cours du temps et peut-être que d'ici quelques années, j'aurai plus exactement le même point de vue sur la question. Et c'est grâce aux discussions avec d'autres personnes que j'enrichis tout ça. Donc si tu souhaites en discuter, ou si t'es pas d'accord, ou si t'es d'accord et que t'as d'autres arguments, tu peux me contacter sur Threads et LinkedIn et par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si tu as envie de partager l'épisode également, écoute, moi c'est un bon moyen de faire voyager un petit peu ces petites graines que j'essaye de planter dans les esprits d'autres personnes. Voilà, écoute, je suis très contente d'avoir fait cet épisode. Je suis très excitée de savoir que tu l'as écouté jusqu'au bout. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté. Et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!